reconfinement, il est officiel depuis hier minuit, même s'il paraît qu'il y a une tolérance encore pour ce week-end. Alors, on a entendu, messieurs, certains points qui vous opposaient, mais là, il y a peut-être un point qui vous rapproche, c'est que vous n'êtes pas très chaud hein, pour ce reconfinement, Guillaume Bernard. Non, je dois dire que si je devais résumer ma position en deux mots, je dirais que le reconfinement, c'est liberticide et c'est mortifère. Liberticide pour les différentes personnes et les différents corps sociaux de notre société, et puis mortifère pour le tissu économique et social. Mais je crois qu'il faut s'interroger et sur la justification du reconfinement, et puis ensuite sur ses modalités. Déjà sur la justification, je fais partie de ceux qui considèrent que la parole publique est aujourd'hui décrédibilisée. Parce qu'on a eu droit depuis mars dernier à des injonctions contradictoires sur tout un ensemble de sujets, et en particulier évidemment sur celui du masque. Et puis il y a aujourd'hui l'utilisation d'un argument d'autorité, les statistiques, qui commencent à devenir un tout petit peu, je dirais, douteux et pesant. Il semblerait quand même que l'on puisse douter de ces statistiques, ou en tout cas de la manière dont elles sont présentées. Parce que est-ce qu'il n'y a pas de confusion entre les cas positifs et les malades vraiment contagieux ? Et ça, très franchement, d'après ce que je peux écouter des médecins, on peut se poser vraiment la question. Et puis, il y a une deuxième confusion, me semble-t-il, c'est toutes les personnes qui malheureusement sont décédées en étant porteuses du Covid, mais elles ne sont pas nécessairement mortes du Covid lui-même. Et c'est là où, effectivement, l'argument d'autorité des statistiques me paraît douteux. Alors, donc voilà, le premier élément déjà sur la justification qui fait que je suis extrêmement dubitatif sur l'efficacité et la légitimité de ce reconfinement. Je passe tout de suite la parole à Ferghane Azihari, mais pas avant de vous avoir montré ce sondage qui illustre votre position minoritaire, messieurs, puisque 70% des Français sont favorables au nouveau confinement jusqu'au 1er décembre, au moins annoncé par le président de la République. Et notre question Twitter, qui n'est pas un sondage, puisque ce sont les internautes qui suivent l'émission en direct qui s'expriment, mais la tendance est quand même la même. Êtes-vous opposé au reconfinement ? C'est non à 62%. Arkouzgui, toujours sur le Figaro.fr, nous explique que le confinement, c'est ce qui reste quand tout a échoué. Ferghane Azihari, ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est l'avis de l'immense majorité des Français. C'est là où je suis en désaccord. Alors, pas pour les mêmes raisons que Guillaume. Moi, sur la question des statistiques, je ne me prononcerai pas parce que je ne suis pas compétent, en effet, pour préjuger de la qualité aujourd'hui des arguments sur la circulation du virus. En revanche, là où je trouve que le confinement est une décision complètement irrationnelle, en tout cas de la manière dont ça a été fait, c'est que ça a été fait en l'absence de calcul coût-bénéfice. Et c'est ça, moi, qui me frappe. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on va, encore une fois, privilégier la vie sur l'économie. C'est un mensonge. La vraie question qu'on aurait dû poser depuis le début, c'est combien de gens sommes-nous prêts à affamer pour ne pas avoir à engorger les hôpitaux ? Combien de gens sommes-nous prêts à tuer de la pauvreté pour ne pas faire en sorte que des gens meurent faute de soins ? Parce que ceux qui aujourd'hui opposent la vie à l'économie sont des gens qui ignorent, peut-être parce qu'ils sont dans une situation qui est confortable financièrement, mais qui ignorent que la pauvreté, elle tue aussi. Mais ça, vous voyez, tout le monde s'en fiche. Moi, je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux parce qu'à un moment, j'ai suggéré, quand j'ai vu les chiffres de l'ONU, quand j'ai vu qu'il y avait 490 millions de gens qui, à l'échelle du monde, retombent dans une misère noire, quand je vois que le Secours populaire parle de la plus grande précarité depuis la Seconde Guerre mondiale, quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis demandé si, à un moment, l'engorgement des hôpitaux n'allait pas être un moindre mal comparé aux souffrances que nous sommes en train d'infliger. Je me suis fait insulter pour une raison très simple, c'est que la pauvreté, elle tue à petit feu. Elle tue de manière diffuse. Mais il y a un accompagnement social considérable quand même. Il y a 100 milliards d'euros de plan de relance. Alors, beaucoup pour les entreprises, mais aussi pour les gens, non ? Ça ne suffit pas, et d'autant plus qu'encore une fois, on oublie aujourd'hui que la pauvreté, c'est le principal facteur de risque. Ça reste le principal facteur de risque de mortalité dans le monde. J'ai les chiffres sous les yeux. En 2017, les données du Global Burden of Disease nous apprennent que 365 millions d'années de vie en bonne santé ont été perdues en raison, par exemple, des maladies cardiovasculaires. L'OMS nous dit que 2 tiers de ces décès sont dans les pays en voie d'émergence et en voie de développement. Ça veut dire que, encore une fois, nous échangeons des vies contre d'autres vies. Est-ce à dire que nous
nous épargnons plus de vies que nous n'en détruisons. En réalité, nous n'en savons rien. Personne n'est capable de répondre oui à cette question. Tout le monde admet agir ici au nom du principe de précaution, sauf que c'est un précautionnisme étriqué, parce qu'il ne se préoccupe que des risques de la liberté et il ignore ceux de sa suspension. Guillaume Bernard, peut-être que, sans doute même que par vos convictions personnelles, vous êtes attaché à la vie, à la protection de la vie, et donc vous n'êtes pas sensible à cet argument quand même que, même si on peut peut-être détruire des vies ultérieurement, comme vient de nous le dire Fergan, on en sauve à court terme en enfermant les gens chez eux. Non mais attendez, ça c'est, je vois bien que vous utilisez pour relancer le débat, pour le nourrir, je dirais ce qui est utilisé comme principal argument, mais qui est un argument qui cherche à intimider les personnes en disant si vous êtes contre le reconfinement, c'est qu'effectivement vous ne prenez pas en considération en particulier la vie des personnes âgées. Mais on pouvait parfaitement envisager, me semble-t-il, et d'aucuns en ont parlé, un confinement ciblé, sélectif sur les personnes les plus fragiles. Et puis, et là je rejoins Fergan sur ce point, même si c'est une manière un peu différente de présenter la chose, c'est le critère de la délimitation entre les activités autorisées et les activités interdites, qui est quand même extrêmement brumeux, fumeux. Pourquoi est-ce qu'on ferme les bars, mais pas les transports en commun? Le Covid serait donc beaucoup plus dangereux dans les bars que dans les transports. Non, mais certains les bars sont peut-être un tout petit peu moins indispensables que les transports en commun à la vie économique. Mais pour qui? C'est-à-dire que le barman qui subvient à ses besoins, qui se nourrit en vendant de l'alcool, il exerce un métier tout aussi essentiel que celui qui vend de la nourriture pour payer son loyer. Donc encore une fois, c'est une fausse dichotomie, à mon avis, cette séparation entre les activités essentielles et accessoires. Pardon, Non, mais je suis parfaitement d'accord, en l'occurrence, sur ce point. Et puis, il y a une vision parfaitement matérialiste aussi de la vie, pour le coup, là, parce que vous me lanciez sur cette question de la défense de la vie. Je défends évidemment la vie innocente, mais c'est un autre sujet. Mais en l'occurrence, c'est une vision matérialiste. Les activités sportives vont donc être autorisées, en tout cas, même de manière limitée, mais elles vont être autorisées. En revanche, la liberté de culte est évidemment extrêmement mise à mal. Or, il me semble quand même que l'âme a ses besoins que le corps ne saurait méconnaître. Et puis, je constate d'ailleurs dans l'analyse qu'un certain nombre de nos politiques font de la question de la célébration, en particulier de la messe, c'est qu'ils font preuve, ils illustrent le fait qu'ils sont totalement ignorants sur ces questions, de ne pas comprendre que, évidemment, la messe a une spécificité, la messe catholique a une spécificité par rapport aux autres cultes, c'est qu'il y a la présence réelle et qu'il y a la communion. Et que, par conséquent, ce n'est pas simplement le fait de faire une prière. Bon, mais fermons la parenthèse là-dessus. En tout cas, les critères qui permettent de délimiter ce qui est autorisé de ce qui n'est pas autorisé me paraissent absolument arbitraires et donc, du coup, évidemment contestables. Il y a eu des manifestations, alors assez limitées, mais quand même, c'était hier à Paris, hier soir, place de la République. On en a signalé aussi en Italie. Est-ce que vous pensez, Fergan Asdiari, que l'opinion peut se retourner, alors qu'aujourd'hui elle est très majoritairement, par peur de la pandémie, favorable aux mesures de reconfinement? Ce qui est certain, c'est que le consensus social a été brisé. Il n'existe plus. Le Sénat lui-même a voté, je crois, hier, contre les mesures sanitaires proposées par le gouvernement. Alors aujourd'hui, l'opinion publique reste majoritairement en faveur du confinement pour les raisons que j'ai déjà exposées, c'est-à-dire que, encore une fois, médiatiquement parlant, les morts du Covid, on va dire, sortent vainqueurs des morts de la pauvreté, parce que jamais le Figaro, jamais le Monde, jamais le Parisien ne fera sa une sur Madame Michu, qui a perdu 4 années d'espérance de vie parce que cette année, elle n'a pas pu faire son check-up parce qu'elle n'avait pas les moyens. Vous voyez, c'est invisible, donc on ne peut pas montrer à quel point, en effet, aujourd'hui, le confinement tue. Maintenant, en effet, il n'est pas certain que je pense qu'il n'y aura pas de troisième confinement, ça c'est certain. C'est-à-dire que s'il y a une troisième vague, à mon avis, étant donné que la tolérance, et à juste titre, de l'opinion vis-à-vis de ces mesures sanitaires et autoritaires a été complètement réduite, à mon avis, les politiciens, à un moment, vont devoir faire un arbitrage sinistre et douloureux,
mais il sera d'autant plus douloureux qu'il n'aura jamais été annoncé depuis le début. C'est-à-dire que moi, je suis frappé de voir que les médecins, depuis le début de cette pandémie, ne parlent pas du confinement avec la voix qui tremble, avec les larmes aux yeux, comme si, encore une fois, il n'y avait aucune incidence humanitaire. Emmanuel Macron lui-même, dans son discours, a perpétué l'invisibilisation des victimes de ces mesures, puisqu'il a prétendu qu'il ne faisait que sauver des vies, et rien que ça. Or, on sait que c'est faux, encore une fois. Alors, Bruno va dans votre sens. Je vais vous redonner la parole, bien sûr, Guillaume, dans un instant. Bruno, sur YouTube, vous rejoint. Alors, il dit même que l'appauvrissement, ça peut conduire à des émeutes, et des morts qui pourraient en résulter pourraient être supérieurs à ceux que l'on a hypothétiquement sauvés. Alors, c'est vrai, même si au niveau mondial, les centaines de milliers de morts de la Covid font que on a de la marge avant que des morts dans des émeutes puissent arriver à un niveau équivalent. Juste pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous parliez de morts hypothétiques de la pauvreté. Ce n'est pas hypothétique. Rien que si on raisonne en termes de perte de chance, par exemple. Si on part du principe... Disons qu'elles sont statistiques, alors que les morts de la Covid, on peut donner des noms... Elles sont plus visibles. Elles sont plus visibles. Mais est-ce à dire qu'elles sont moins nombreuses que celles de la pauvreté? Rien que si vous raisonnez sur la base de la perte de chance, quid des gens dont on a prolongé la souffrance et la condition misérable, alors même que ces gens auraient pu, par exemple, sortir de la pauvreté si on n'avait pas pris ces mesures autoritaires. J'essaie un dernier argument, Guillaume Bernard. Les médecins nous disent que le reconfinement est indispensable pour pouvoir soigner les gens qu'on ne pourrait pas accueillir si les hôpitaux sont engorgés par des malades de la Covid. Vous entendez cet argument quand même? Des gens, par exemple, qui ne peuvent pas suivre leur traitement à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de place pour eux. Oui, mais d'abord, vous savez bien que tous les médecins ne tiennent pas ce discours-là. Un certain nombre, c'est vrai. Que d'autre part, vous parlez uniquement des places dans les hôpitaux publics et qu'il y a quand même tout un système de cliniques privées qui, semble-t-il, sont laissées totalement, je dirais, de côté dans cette affaire, alors qu'elles pourraient intervenir. Et puis, moi, je suis tout de même frappé par une chose, c'est que, sans le dire, il y a toute une idéologie derrière ces choix-là. Il y a l'idéologie, alors pour le coup, Fergan ne me suivra peut-être pas sur ce point, mais il y a toute l'idéologie du contrat social. Parce que l'idéologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de dire que l'on est prêt à abandonner toute ou partie de ses libertés pour avoir la sécurité, pour avoir la conservation. C'est plus un contrat social obésien que lockéen. Mais chez Locke, il y a quand même l'abandon d'une partie des libertés. Bon, mais enfin, c'est l'idée du contrat. C'est quand même l'idée du contrat social. Je suis pas d'accord. La conservation en échange de vos libertés. Or, je suis en regret de dire que d'abord, cette théorie est parfaitement discutable et que deuxièmement, il n'y a aucune activité humaine qui ne soit pas susceptible de développer un risque. On est en train d'essayer de nous imposer une idéologie qui a substitué le principe de précaution à la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est on est confronté à une situation et effectivement on fait un choix en fonction de ce que l'on veut obtenir. La prudence, c'est parce que la précaution, pardon, c'est sous prétexte qu'il y aura un risque, comme s'il n'y avait pas un risque dans n'importe quelle activité humaine, eh bien il faut s'abstenir et il faut interdire et il faut détruire les libertés. Eh bien ça, je ne peux pas idéologiquement le partager. Merci beaucoup. C'était Point de vue, l'émission où on cite Hobbes et Locke quand on parle du reconfinement. Je trouve que l'ambition était là ce soir. Merci beaucoup à tous les deux, c'était grâce à vous. Et très bon week-end à tous, confinés ou non.